vais quand même dire ton prénom, même si on ne voit pas ton visage. Bonjour Fatou. Merci à vous d'être là. Merci d'être toujours aussi nombreux, toujours aussi présents pour ce nouvel épisode dans de Bantu Talks. Il paraît que je parle très vite, donc je vais essayer de diminuer le débit pour qu'on puisse bien me comprendre. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. On a besoin de soutien, on a besoin d'être porté, et donc c'est de cette façon-là que vous pouvez nous encourager à faire des commentaires sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, des sujets à aborder, à réagir aussi, à interagir avec nous, réagir sur les sujets, parce que le but c'est celui-là, ce n'est pas seulement de se placer et de faire le Congo ça n'en a rien, c'est pas ça. Le but c'est de mettre des sujets importants sur la table et de pouvoir en discuter librement, de pouvoir échanger à ce sujet, et pour que les gens, voilà, que tout le monde donne son avis, puisque tout le monde est invité à la table de la discussion. Bon, j'ai beaucoup parlé d'un coup, là j'ai beaucoup débité, mais c'était pour donc bien introduire ton histoire, qui est une histoire malheureusement commune chez nous. Quand je dis nous Bantou, au sens large du terme. Parce que quand on dit Bantou, les gens pensent que ce n'est que l'Afrique centrale, alors que les Bantous, c'est un peuple nomade qui se retrouvent partout. Donc, quand on dit Bantou, on englobe les Africains et tous les afro-descendants, même, je dirais. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce qui t'amène d'abord, ton histoire. Moi, je suis ici pour vous raconter mon histoire concernant l'excision. J'ai été excisée quand j'étais petite et je viens partager avec vous en fait mon histoire. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer dans quel contexte tu as grandi? Comment ça se passait quand tu étais petite? Moi, j'ai grandi, je suis née à Paris. J'ai grandi à Paris, dans les quartiers populaires de la Goutte d'Or, Barbès, Château-Rouge. D'accord. Donc j'ai grandi dans un quartier très, on va dire, africain, avec une forte imprégnation africaine, une forte communauté. Donc on allait à l'école, il y avait forcément 1, 2 ou 3 cousins qu'on retrouvait. D'accord. Donc on a vraiment grandi dans cette ambiance un peu familiale, un peu communautaire. Donc immigré, mais avec la culture africaine qui est restée très marquée. Très marquée de par les parents dans la maison, mais très marquée aussi au niveau de l'environnement du quartier. Par le quartier, je pense, et par le fait que la communauté africaine était très présente dans le quartier. Donc oui, je pense qu'on a grandi en France, mais avec quand même une forte imprégnation de notre culture. Sage, pas trop timide, pas trop extraverti non plus. Je dirais un enfant sage. Tu ne mets pas déplaire. Voilà, je pense que j'étais. Tu n'étais pas la téméraire du groupe. Non, voilà, j'étais la petite fille sage à sa maman, qui faisait tout bien comme il fallait. D'accord. Voilà, tu as des frères et sœurs? Oui, je suis d'une fratrie de, allez, on va dire, parce que chez nous c'est la grande famille africaine. On est 9 de ma maman et je suis la 3e. D'accord. Voilà. Donc, il y avait du monde dans la maison, c'était. Ça se rajoutait à chaque fois. C'est vraiment. En plus, on avait les demi-frères et tout, donc c'est quand même une grande famille. Est-ce que la tradition était très ancrée chez vous? Je pense que oui, elle a toujours été très ancrée. Avec des parents qui sont arrivés, surtout la maman qui est arrivée pour rejoindre son mari et qui arrive quand même à Paris. Qui n'est pas française, ne parle pas forcément la langue, ne connaît pas cette culture, et donc tout de suite, forcément, elle est orientée vers les gens de son milieu, de sa culture. Donc je pense que machinalement, on reproduit ce qu'on connaît, ce qu'on sait, et que de ce fait-là, nous, on a grandi vraiment, j'ai envie de dire, à l'africaine. Donc oui, l'imprégnation, elle était forte, et je pense qu'elle était même beaucoup plus forte que pour certains, parce que tout a été fait selon les connaissances de la maman et qui était essentiellement africaine. C'est la maman qui éduque. Oui, voilà. La maman éduque, puisque c'est nous qui restons là beaucoup plus à la maison avec les enfants. C'est nous qui Elle a travaillé un peu plus tard sur le tard, mais je pense qu'au départ, c'est vraiment la maman qui s'occupe des enfants au foyer, avec tout ce que ça peut apporter.
que ce soit le repas africain, oui, que ce soit de parler. Nous, on parlait notre dialecte à la maison. Vous ne parlez pas français à la maison? Bah, ça va quasiment de soi, vu que les parents ne parlent pas forcément. Oui. Bah, automatiquement, le français, ça vient aussi avec l'école, la maternelle, tout ça. D'accord. Mais avec ma maman, jusqu'à... bon, là, maintenant, un peu, mais on a toujours échangé avec elle dans notre dialecte, j'ai envie de dire. Okay. Est-ce que vous parliez d'excision à la maison? Est-ce que vous parliez peut-être pas le mot excision forcément, mais est-ce que vous parliez de choses qu'une femme doit faire, une femme doit être? Est-ce que c'est des mots comme ça qui Pas du tout. L'excision, j'en ai jamais entendu parler, pour être honnête. J'ai même envie de dire, j'en ai pas entendu parler jusque après l'excision. Vu que moi, au moment où je suis excisée, je ne sais pas que ça existe. Je ne sais pas c'est quoi. Donc, je ne sais pas que ça existe. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je ne sais pas que ça existe. Donc, pour moi, ça n'avait pas existé avant que ça m'arrive. Pour bien comprendre, on va vraiment essayer de s'attarder, parce que je t'avoue que je comprends pas trop. Tu vis donc, comme on a dit, tu es à Paris, dans la culture, les choses se passent bien, ton enfance est bien. Tu vas en vacances dans ton pays d'origine. Ce qui se passe, c'est exactement ça. C'est qu'on organise un voyage pour la première fois. Ah, c'était la première fois. Voilà, c'est le premier voyage, c'est la première fois. On part, j'ai une dizaine d'années, puisque j'ai mes 10 ans là-bas au pays. D'accord. Et donc, c'est notre premier voyage. Donc, on était tout contents, mais vraiment tout contents. Toute la famille, presque, parce que finalement, ma mère, elle vient pas. Elle est enceinte, donc elle est trop avancée, elle peut pas y aller. Donc, on y va à 4, les 4 plus grands, 2 filles, 2 garçons et mon père. Donc, c'était le top. Première fois qu'on prend l'avion, on arrive, donc moi je suis du Sénégal, donc on arrive à Dakar, c'était waouh, vraiment c'était, je pense qu'on était vraiment les enfants les plus heureux du monde. On est même partis en période scolaire, donc pour vous dire que... Donc en plus tu vas en vacances et tu manques l'école. Voilà, en pleine période scolaire, donc là les parents s'en gênent 2 mois, on prend les enfants et pour nous c'était waouh, enfin on va partir en Afrique. Donc c'était vraiment, ça s'annonçait être les plus belles vacances. Donc on part, on arrive, on n'est pas de la capitale, donc on reste un peu sur la capitale, on découvre, tout est nouveau, tout est beau, tout est rose. C'était des bonnes vacances, on était contents. Tout d'un coup, on découvrait des grands frères qui étaient vraiment plus grands, donc on était contents d'avoir on savait qu'ils étaient là, mais c'est pas pareil de les voir pour de vrai. Une grande sœur beaucoup plus grande que nous, qui est déjà adulte, qui est déjà mariée, donc ça devenait réel tout ça. Et ça se passe bien avec eux? Franchement, ça se passe bien. On est chez mon papa, donc du coup chez mon papa, je précise, mais pas dans la maison. En Afrique, il y a beaucoup les maisons familiales avec toutes les générations, et là on se trouvait pas encore chez mon papa au village. On était encore en ville, dans sa maison à lui, donc c'est quand même restreint. Il y a une de ses épouses qui est là, avec une partie de la fratrie qui est déjà là. Il n'y a pas énormément de monde, mais dans la même ville il y a la famille de ma mère, donc on va aussi et on découvre les présentations, tout le monde, on a plein de cousins cousines, donc on est super contents, ça court de partout. Et puis nous, comme on est parti avec le papa, en fait il n'est pas très regardant sur le fait qu'on vient de France, on disparaît toute la journée, il s'en fait pas, il nous laisse, avec le recul je me dis mais en fait c'était de la folie, il nous laisse aller partout avec tout le monde, donc on suivait et c'était vraiment des vacances libre. Voilà, c'était la liberté. Donc toi tu prends goût à ça, liberté. Tu es dans ton élément en fait. Contente, j'avais des cousines de partout, j'ai jamais autant eu de copines. Donc on était vraiment très très heureuses avec ma sœur. Et il y a eu un moment du séjour donc, dans cette ville où on est amené à un moment à être chez ma mère. Donc chez ma mère, c'est vraiment la grande maison familiale où sur tout le quartier, ils sont répartis sur tout le quartier, il y a plusieurs cours. Et il y avait beaucoup de cousines là-bas, donc mes frères, nous on préférait être là-bas les filles, parce qu'il y avait toutes nos copines. Et on est amené à un moment à être là-bas, on est séparés de mes frères. Donc eux sont restés chez mon papa. Je ne sais plus si on y était déjà ou si on est venu spécialement, mais en tout cas on a cette séparation-là, on n'est plus avec nos frères. D'accord. Donc on est avec ma sœur, toujours dans nos vacances, avec nos cousines, tous passés très très bien. Jusqu'à un matin, un beau matin. Et en fait, un matin, j'ai envie de dire, presque comme les autres, si ce n'est qu'avec le recul, la veille,
avant d'aller se coucher, en fait, on était ma tante, parce que du coup, ma mère n'était pas là. Donc, on était confiés à nos tantes. Et du coup, la grande sœur de ma maman, le soir, même si sur le coup, on s'en est pas rendu compte, elle vient et elle nous met des gris-gris. Ouais, elle nous met des gris-gris. Sur le corps, à la taille, on nous attache des gris-gris. Ah, comme les limbines là qu'on a. Non, vraiment les gris-gris oui, je vois protection. Et on attache comme voilà, on les met comme les. Oui, à la taille, avec D'accord. des petits carrés de cuir qui sont sur une cordelette. Donc on nous met ça. À toi et à ta sœur. À moi et ma sœur, mais on était contentes presque de les mettre parce que c'était censé nous protéger. On avait pour nous, les petits gris-gris là, c'était de la protection, c'était pour se protéger. Donc enfin, on allait nous aussi en avoir un en fait. Donc, mais sur le coup, vraiment, cet événement est passé inaperçu. Oui. Je pense que c'est en lien avec, mais vraiment sur le coup, c'était inaperçu. Voilà, ça faisait partie des vacances. Il y a un moment, on va avoir les gris-gris pour la première fois. C'est vrai que nous, en France, même si on savait, on voyait des fois des camarades et tout, nous, on n'avait jamais, nos parents nous avaient jamais mis de gris-gris. Voilà. On n'en portait pas, on avait déjà vu oui, des camarades, même chez nous communément, les gens ou les petits-enfants, des fois on remarque, vous allez changer la couche, vous allez vous rendre compte qu'il y a une cordelette avec un petit truc attaché dessus, mais nous spécialement, voilà, dans la fratrie, on n'en portait pas. Donc finalement, là on était des vrais Africains. Voilà, donc, mais on n'y a pas fait attention plus que ça. Oui. Toi, tu te sens, en fait, c'est comme un sentiment d'appartenance. Oui, voilà, c'était normal. Accru, quoi. Voilà, donc les gens, ils ont ça d'habitude, nous on n'en avait pas, donc là c'est les vacances. Nous aussi, on va rentrer en France avec. D'accord. Donc, on était plutôt contentes, enfin, on a fait notre soirée normale. On est parti se coucher. Et donc là, le matin, au réveil, c'était bizarre. Le réveil du matin, c'est bizarre parce qu'il y a de l'agitation. Et là, tout d'un coup, il y a plein de petites choses qui reviennent. C'est que dans la cour, dans l'arrière-cour de la maison, en Afrique, ils font la cuisine des fois dans la cour, dehors. Mais ça, c'est des choses que sur le coup, on ne s'était pas rendu compte. C'est que quelques jours avant, mais vraiment quelques jours, peut-être 1 ou 2 jours, ils ont fait installer une douche dans la cour. Donc en fait, on a la cour et dans un angle, la douche consistait à mettre des espèces de roseaux pour faire un paravent en fait. Mais c'était une douche, c'est ce qu'on nous avait dit, c'est que c'était une douche, on pouvait aller s'y doucher. Hein. C'était Donc ils ont installé ça avant. Mais tout ça, on s'en rend pas compte. Mais quand tu es arrivé, il n'y avait pas ça d'abord. Il n'y avait pas ça. C'est quand le ciel là qu'on a installé ça. Mais c'était rien, c'était une douche. On s'est dit, c'est en Afrique, on peut se doucher dehors, on peut se doucher dans la douche. Oui. Vraiment, sur le coup, ça n'a pas interpellé. Oui. Donc, j'insiste dessus parce que sur le coup, et même après, moi, j'avais pas fait le lien. Et donc, ce matin-là, tout d'un coup, on se retrouve, on nous amène, je sais pas trop qui, dans cette arrière-cour. Et là, il y a des mamans, il y a des tatas, il y a du tam-tam, mais du tam-tam avec une... vous savez, des fois, quand on retourne un pagne, une calebasse dans de l'eau. Oui. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Il y a trop de monde, en fait. Il y a trop de monde, on dirait qu'il y a une fête. Ils sont combien à peu près comme ça? Une vingtaine? Je sais pas, il y a j'ai le souvenir quand on arrive comme ça de la petite douche sur le côté. Il y a non, peut-être pas une vingtaine, maximum, même pas 10 personnes. Il y a quelques personnes assises là, qui font la musique, peut-être 3 personnes. Et je sais qu'il y a ma sœur, je sais même pas pour vous dire, avec il y a des choses que je suis pas capable de dire. Est-ce que j'ai eu le temps d'aller m'habiller? Tout ça, ce sont des choses qu'après, j'ai jamais su me souvenir en fait. Tu as occulté. Ouais, j'ai pas su me souvenir. Il y a des petits moments où je sais pas dire comment j'ai fait pour aller de là à là. Et du coup, on a toujours cette cour. Et là, c'est bizarre. Il y a des gens, il y a des tatas qui sont debout. Et là, tout d'un coup, il me semble que c'est ma sœur qui n'est plus là, qui disparaît du champ. Ta sœur avec qui tu es venue? Ma grande sœur avec qui je suis venue. D'accord. Qui a 2 ans de plus que moi. Oui. Et du coup, très concrètement, je ne sais pas ce qui se passe. Mais vraiment, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et rapidement comme ça, je suis attrapée, mais de force, par 3-4 personnes
Mais vraiment attraper. Vous prenez un enfant de 10 ans, vous mettez, je sais pas, 3-4 mamas et vous attrapez l'enfant. Il ne touche plus le sol. C'est pas on m'a tiré la main, on m'a attrapé. Et là, je comprends pas. Donc là, très clairement, je me dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va me faire. Et c'est ouais, mais c'est bête ce que je veux dire, c'est que nous, on vient quand même de France. Et on a ce petit côté de un peu tout ce qui nous a fait rire toute notre enfance, que les Africains, c'était des cannibales, qui mangeaient les gens et tout. Donc franchement, sur le coup, moi, je sais pas ce qui se passe. On m'a attrapé et tout. Je me dis, mais ils vont me tuer. Ils vont me tuer, ils vont me manger. En fait, je sais pas pourquoi je pars dans ce truc-là de ils vont me tuer, ils vont me manger. Et je suis transportée dans cette douche, en fait. Dans ce petit paravent, je suis transportée là-bas. Je comprends toujours pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je me dis, il y a un problème. Les gens, ils étaient gentils avec moi pendant tout le voyage. Et là, ils sont en train de me tenir de force. Il y a même des gens... Il y en a que vous connaissez pas en fait, parce que même une tata que vous avez vue une fois, peut-être 3 jours avant, vous êtes incapable dans ça de reconnaître en fait. Il n'y a pas notre maman, nous, avec nous. Donc en fait, on connaît même pas les gens avec qui on est. Et ton papa n'est pas là? Mon papa n'est pas là, mes frères ne sont pas là. On ne sait pas ce qui se passe. On est chez notre mère et tout d'un coup, je suis en train de me faire attaquer par les tatas qui étaient gentils la veille. Donc je ne sais toujours pas ce qui se passe. Et on me transporte derrière ce petit paravent. Et là, j'ai une mamie, mais une petite dame, toute petite, et elle est avec une lame. Une lame, vous voyez les lames toutes plates, gilettes. Chez nous, on appelle ça lamecette, là. Moi, je vois très bien, voilà. Oui, les lames gilettes, là. Voilà, elle est avec cette lame-là, dans la main, et elle parle par contre d'un dialecte qui n'est pas le mien. Mais elle me gronde, très clairement. Je ne sais pas ce qu'elle dit, mais elle est en train de me gronder, elle est en train elle hurle pas, mais son ton, elle me gronde. Mais d'une langue, tu comprends qu'elle n'est pas... je comprends pas ce qu'elle dit, je la vois avec une lame et je me dis, les Blancs, ils ont raison, ils vont me cuire, ils vont me manger. Mais vraiment, je me dis, ils vont me tuer à ce moment-là. Et donc, je me débat, je hurle, je ne sais pas comment. Alors, je peux pas vous dire, je suis là et tout d'un coup, j'ai les jambes écartées, je suis tenue. Alors, vous avez, mais quand je vous dis 4 personnes, c'est peut-être même plus, mais vous avez au moins une personne par membre. Pour vous tenir, vous voyez presque pas ce qui se passe et c'est cette dame-là avec sa petite lame que vous entrevoyez s'approcher, en fait. Et franchement, là aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de comprendre et d'en parler. Mais quand on a 10 ans, je pense qu'on connaît même pas bien son anatomie. Donc, l'excision, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Je sais pas que ça existe. À aucun moment, je me dis, je vais me faire exciser. À aucun moment, je sais ce qui va m'arriver. Je ne sais pas. Je sais pas ce qui est en train de m'arriver. J'ai les jambes écartées. Et là, je sens... En fait, je sais pas comment dire. Je sens qu'on m'a coupé, en fait. Je sais pas comment dire, parce qu'avant ça, on ne sait pas ce que ça fait. Moi, je sais pas, ça fait quoi de se couper un doigt. Mais je sens qu'on m'a coupé. Je hurle de douleur. Je suis en train de comprendre qu'on m'a coupé. À vif, sans rien. Oh Seigneur. À vif. Je le sens, qu'on est en train qu'on m'a découpé, qu'on m'a coupé, et je sens presque même le sang. Je sens que ça coule en fait. Mais j'ai tout en même temps, parce que franchement, sur le coup, on sait pas, enfin moi je sais pas que la dame elle va me couper ou pas me couper. Moi je vois une dame avec une lame, je vois il y a des gens qui me tiennent, je suis encore sur l'idée de on va me tuer. Donc je ne suis même pas en train de me dire on m'a coupé tel ou tel endroit du corps. Je suis en train de me dire on va me tuer et je ne suis pas capable de savoir si c'est fini, si c'est que le début de quelque chose. En fait j'arrive pas à inscrire ce qui se passe dans quelque chose. Ça ressemble à rien, ça me dit rien, j'ai même pas sur le coup l'idée de penser à la circoncision des garçons. Voilà, je suis dans ma douleur, je suis en train de hurler et il y a c'est après qu'on comprend le paravent, le petit gris-gris et les petits tam-tams qui parce qu'en fait je m'entends presque même pas hurler tellement qu'il y a du bruit. Donc en fait je comprends juste que en fait ma sœur je l'ai pas entendue parce qu'il y avait ce bruit.
Je sais même pas où elle est, je vois, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, le tam-tam était là pour couvrir les hurlements, en fait. Et on tenait comme ça, je savais qu'on m'avait coupé, je savais qu'on avait touché à ma chair, en fait. C'est ce que je veux dire, au-delà de dire coupé, je sais que c'est coupé parce que j'ai vu la lame, mais je savais qu'on m'avait touché à la chair. Et comme je dis, sur le moment, je suis incapable de me faire une idée de ce qui se passe, de ce qu'on m'a coupé. Je ne sais pas. Je suis juste en train de me dire, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Ils sont en train de me tuer. Et là, il y a un souvenir que j'ai jusqu'aujourd'hui, une odeur, un souvenir au niveau de l'odorat. J'arrive presque même à le sentir, je sais pas, j'ai une odeur. Parce qu'en fait, on nous a... En fait, une fois que c'était fait, elle nous a mis il y avait une mixture, je sais pas si ce sont des plantes écrasées, une espèce de pâte. Qui visiblement devait servir de pansement. Donc je sens qu'on m'applique ça avec un peu du coton. C'est le souvenir que j'ai, mais ça sent très fort. D'accord. C'est un des souvenirs que j'ai vraiment le plus fort de ce moment-là, et je le dis, c'est cette odeur. Il y avait une odeur particulière et c'était cette pâte-là. Cette pâte-là. Et ça va très vite, hein. Je raconte ça comme ça, mais ça va très vite. C'est comme moi, j'ai les souvenirs de j'étais dans la chambre, après je suis debout dans la cour, je regarde qu'est-ce qui se passe, et je suis amenée manu militari sans avoir eu le temps de poser de questions, sans savoir. Et là, on me reprend. J'ai cette odeur, cette pâte, je sais pas trop ce qui se passe. Ça continue à tambouriner dans tous les sens dans la cour. Et aussi calme que quand on est arrivé, on dirait que c'est fini en fait. On dirait que c'est fini, on nous prend, on est tout gentil avec nous, on nous ramène dans la chambre. Donc il y avait un matelas par terre. Et on nous ramène, on était assis comme ça, comme des malheureuses, comme des pauvres enfants. On ne savait pas. Ça veut dire qu'on n'a même pas eu l'idée de demander à l'autre ce qui se passait. Oui. Dans la terreur de qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Moi, je suis encore là à me demander, est-ce qu'ils vont nous tuer ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ? Et on était là, dans la douleur. Et franchement, moi, pour ma part, je ne savais pas ce qui se passait. Ça veut dire que jusqu'à que c'est eu lieu, je ne savais pas ce qui se passait. J'en avais pas entendu parler. Vraiment, le mot excision, j'en ai pas entendu parler. De là-bas, quand on est arrivé, à aucun moment on nous a dit qu'il y aurait quelque chose de... Enfin, les garçons, mon père, enfin, tout passe dans la tête. On se dit, mais... plus rien. On était venus chez ma mère. Donc moi, je commence à me dire, c'est un complot. Est-ce que mon père, il sait qu'ils vont nous tuer ? Est-ce que les gens sont au courant, en fait ? Oui. Et en fait, tout le monde est redevenu très gentil, bizarrement. Donc on est là, on vient s'asseoir à côté de nous, on nous demande est-ce que ça va, on nous dit de ne pas pleurer, et là ça commence. C'est rien, ne vous inquiétez pas. C'était bizarre parce que, en fait, même si on avait nos datas et tout, à ce moment-là, on n'a presque plus de référents. Oui, en fait. mais oui. En fait, voilà, j'avais moi, ma sœur, mais même ma sœur, je sais pas, je lui disais rien, on n'osait plus. On avait 10 et 12 ans. Donc on était là, avec des étrangers. Même la grande sœur de ma mère, en fait, c'est une étrangère, parce que c'est la première fois qu'on la voit dans ce voyage-là. La petite sœur de mon père, c'est pareil, c'est une étrangère. En fait, tout le monde est étranger. Tous les personnes ces gens-là qui t'ont livré juste avant, maintenant qui viennent rire avec toi. Mais oui. Et on ne sait pas c'est quoi, donc on ne sait pas s'il y a une suite, on n'arrive pas encore à se situer. On voit que tout le monde nous dit que c'est bon, que ça va aller, que c'est très bien. On commence à entendre que tout le monde fait ça, que c'est normal. L'air de dire que c'était un rituel normal. Un passage obligé. Voilà, et c'est de là, je pense, que les premiers mots sont mis. C'est qu'en fait, chez nous, il n'y a pas de mot pour l'excision. Dans ton dialecte, on dit circoncision. C'est la même chose que pour les garçons. Ah. Voilà. Et donc là, on nous explique que c'est la circoncision et que c'est normal. Que c'est rien, que c'est la circoncision. Donc le mot revient. On nous dit que c'est rien, c'est la circoncision.
Et en fait, la circoncision, mais en fait, c'est les garçons. Enfin, jusque-là, pour moi, c'était les garçons. Et là, au fur et à mesure, parce que, en fait, il faut savoir que c'est comme si vous aviez une cérémonie, je sais pas, d'un baptême, et que c'était vous presque la star de la cérémonie. Donc, en fait, on était dans notre douleur, mais les gens venaient presque... C'était presque des félicitations. Voilà. Et on a eu le passage des cousines avec qui on jouait et qui nous disaient pareil, le même discours, que c'est rien. Mais non, mais nous on a fait, mais c'était presque... Mais tu vois pas la petite de 3 ans, même elle a fait. C'était presque... Il y a quelque chose qui m'avait fait mal au cœur, c'est qu'on nous... je sais pas si on peut dire ça, mais on avait presque même l'impression qu'on se moquait de nous, de se plaindre, parce qu'en fait, on était trop vieilles pour l'avoir fait, et qu'en plus, comme on était vieilles et que les petites ne disaient rien, bah en fait, on abusait un peu des grandes filles comme vous, presque, c'est rien, même les petites, elles l'ont fait, c'est la circoncision, c'est rien. Et en fait, on a eu ça toute la journée, tout le temps, toute la journée, tous les gens qui venaient nous voir, c'était un mélange de félicitations, de nous dire ah c'est bien, ça y est, ça va aller, de aussi réconfort, parce que c'était vraiment un mélange de tout. Les gens étaient là aussi pour nous réconforter, ils voyaient bien qu'on était sonnés, qu'on était apeurés. Il n'y avait pas notre maman, il n'y avait pas nos frères et sœurs, il n'y avait pas notre papa, on était là, moi franchement je n'osais rien dire, parce que les gens tout d'un coup, bah t'as plus confiance. Tout le monde est suspect. Voilà. Tout le monde est suspect. Tu sais pas, là, ils t'ont coupé où, tu sais pas s'ils vont te couper autre chose si tu parles. Et la douleur qui est encore là. Et la douleur, je vous dis, la douleur de se retenir. Je me souviens que ma soeur allait aux toilettes avant moi et qu'on s'était fait mettre la pression pour aller aux toilettes parce qu'on nous disait non, il faut aller aux toilettes. Donc, se retenir jusqu'à vraiment presque suriner dessus. De la peur, en fait, vraiment, j'oublierai jamais la peur d'aller faire pipi. Vraiment, c'était ça, c'était l'angoisse, c'était d'aller aux toilettes. On revenait nous voir. Et la première fois, du coup, que tu vas aux toilettes, ça brûle, c'est à vif, ça brûle. C'est la brûlure, mais vraiment... en fait, les douleurs, je peux même pas les expliquer, les douleurs. Ça brûle, c'est à vif, ça brûle. Et pourtant, on est revenu à plusieurs reprises. Oui, tu veux pas aller aux toilettes, t'es sûr? Après, c'était oui, tu veux pas aller aux toilettes, ta sœur, elle est partie. Mais la peur, déjà... en dehors même de tout ça, la peur déjà de bouger de la chambre, c'est que on était en territoire ennemi là. Tout d'un coup, c'était le matelas la référence et on voulait pas bouger. Et c'est resté comme ça. J'ai envie de vous dire presque à nous mettre dans la tête que c'était normal en fait. Ça veut dire que je suis pas dans un moment vraiment de révolte à ce moment-là. Donc, on a réussi à te convaincre que c'était normal, que c'était un passage obligé. C'est le côté douleur qui me... Sur le coup, c'était la douleur, le mal qui me faisait mal. Oui. Mais c'était pas le mal de l'acte. Oui. Puisque je sais pas c'est quoi, je sais pas d'où ça vient. On vient m'expliquer que c'est la circoncision et qu'en fait, tout le monde est circoncis, même les filles. Et en plus, j'ai droit à toutes les filles qui reviennent, chacune à leur tour, m'expliquer que oui, mais de la plus grande à la plus petite. Hein. C'était pas que les mamans, j'avais vraiment les cousines qui venaient nous expliquer que mais si on nous prenait des toutes petites en exemple, en nous disant que limite presque elles avaient supporté. Donc voilà, il y avait aussi un côté de oui, ok, d'accord, bon, ok, on va se ranger dans le truc, d'autant plus qu'on avait peur après des gens. Oui, donc ok, d'accord, on va pleurer, mais on va essayer de se contenir parce qu'apparemment ici, ça rigole pas aussi. Donc on était un peu dans ce contexte-là, mais en tout cas, les tatas, elles ont tout fait pour faire devenir, j'ai envie de dire, les choses à la normale. Elles ont été gentilles en fait, je sais pas comment dire. C'est bizarre de dire ça, elles ont vraiment été gentilles. Et elles ont aussi été gentilles, je pense, parce qu'elles se sont rendues compte de ce décalage-là, du fait qu'on était là en vacances, qu'on savait pas ce qui se passait, qu'ils nous ont un peu pris en traître en fait. Oui, voilà. oui. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte après qu'en fait, on savait vraiment pas où on était. Ça veut dire on savait pas, qu'on comprenait pas les explications. Et de mon souvenir, on a eu quelques jours. Alors, je saurais pas dire comment ça se passe aujourd'hui exactement, mais il y a quelques jours, j'ai envie de dire, où on reste dans la chambre, en fait. On reste dans la maison où on sort pas. D'accord.
Et à l'issue de ces jours-là, il y a, je sais pas comment dire, c'est comme si on était autorisé à ressortir à l'extérieur. Il y a un temps vraiment où vous êtes enfermés. Et de là, ça se clôture avec une cérémonie, en fait, une fête plutôt. D'accord. Ouais, une fête. Donc en fait, 2-3 jours après, on a fait une fête. Je sais même pas dire combien de temps ça a duré, mais on a eu droit à une fête en plus. Donc, c'était vraiment dédramatisé. Et ton père assiste à la fête? Non, aussi? non. Il n'y a toujours pas les garçons. Il n'y a toujours pas. C'est vraiment un milieu de femmes. Mais à ce moment-là, ton papa, il n'est pas au courant? Vous ne l'appelez pas? Non, on n'a pas trop mon papa. On a eu ma maman de France. J'ai le souvenir qu'on a eu ma maman de France. Oui. Il me semble le soir même, qui nous a dit est-ce que ça allait. Mais si je ne me trompe pas dans mes souvenirs, j'essaie toujours de vraiment de creuser dans mes souvenirs. À ce moment-là, on est vraiment chez ma mère, dans la famille de ma mère, et il n'y a pas les garçons. Que ce soit mes frères, que ce soit mes demi-frères de là-bas, que ce soit mon père, on n'est pas mélangé avec eux, ils ne sont pas là. J'essaie des fois de me souvenir s'ils m'ont rendu visite, mais pour moi, non. Pas pendant cette période-là, jusqu'à la fameuse... je dis ouais, une fête. C'était une fête parce qu'il y avait eu préparation de la cuisine, les gens étaient venus, mais de mon point de vue, ça ressemblait plus à un défilé de gens qui étaient venus saluer peut-être. Oui. Donc, sur le coup, avec la normalité de la chose qu'on nous a répété, avec le contre-coup, tout ce qu'on nous a raconté, je pense que, en tout cas, moi, pour ma part, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'étais déjà dans le ah oui, en fait, c'était ma fête, quoi. Donc, c'était normal, c'était une fête en notre honneur. C'était presque même bien pour nous. Oui, je pense que même sur le coup, voilà, ils essayaient de nous faire du bien, en fait. C'est ce que je veux dire. Même si, profondément, à l'intérieur de moi, je suis pas bien. Mais je vois que les gens sont bienveillants. Tu as dit que tu as eu ta maman au téléphone le soir même. Est-ce que tu lui dis ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu lui racontes? Non, parce que ma mère, elle nous demande juste si ça va. Moi, de mon souvenir que j'ai, ma mère, elle nous demande juste si ça va. Il n'y a pas les mots. On n'est pas encore... par la suite, je pense, mais peut-être pas sur le premier coup de fil, il n'y a pas encore vraiment tous les mots qui vont concerner le côté de l'interdit. Parce que sur le coup... moi, je sais pas c'est quoi, je sais pas que ça interdit cette pratique. Est-ce que ta maman est au courant de ce qui s'est passé? Oui. Puisqu'elle nous appelle, elle nous dit est-ce que ça va aller, donc elle sait ce qui s'est passé. Donc dès le début, dès que ça arrive, du jour même en tout cas, pour moi, ma mère fait partie des traîtres en fait. D'accord. Elle fait partie du complot. Est-ce que mon père est au courant? Je ne sais plus... remettre les garçons dans cette histoire, parce que pour moi on a été sortis des garçons pour aller chez ma mère. Je pense que tout a été fait pour qu'on se retrouve là-bas, pour que ça ait lieu là-bas, et que je pense que c'est une affaire de femmes surtout, et que c'est pour ça que les hommes n'étaient pas, à part les quelques cousins qui étaient dans la cour et tout, on n'a pas eu affaire aux hommes de la famille, même chez ma mère. À quel moment tu retrouves ton père et tes frères alors? Donc on reste un petit peu chez ma mère, on fait cette fameuse fête, voilà, et on retourne chez mon père. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne me dis même pas que... Il y a un truc qui cloche? Pas vraiment, pas encore vraiment. Je me dis, j'ai le côté... la colère que j'ai, c'est qu'on m'ait fait du mal. Vraiment du mal physiquement, qu'on m'ait fait du mal physiquement. Et j'ai la colère que les gens, c'est un peu des traîtres. Donc je me dis, c'est des hypocrites, ils rigolaient avec nous. J'ai la colère de me dire, et c'est pour ça que je me souviens que ma mère, on l'a eu, c'est que ma mère, elle est au courant. Donc j'ai cette colère-là contre ma mère, qu'elle est dans le complot et que presque elle dit rien. Elle est en France à 5000 km et en fait elle nous a mis dans ce bourbier-là en fait. Donc j'ai vraiment cette colère-là de ma mère en fait. Peut-être que depuis la France, elle sait qu'elle nous a... Voilà, je sais pas pourquoi, mais pas mon père. Oui. Mais vraiment, alors est-ce que c'est parce que c'était dans la famille de ma mère? Je sais pas, mais à ce moment-là, et même peut-être même toujours après, je pense que j'en ai essentiellement voulu à ma mère.
À quel moment la colère arrive alors? À quel moment la colère naît? Déjà, la première colère un peu... là où je me rends compte en fait que c'est pas normal, c'est que quand on revient en France, parce qu'après, après tout ça, les vacances, elles sont reparties normales. On était encore, malgré ça, dans les meilleures vacances de notre vie. On est parti après dans un autre pays. C'était vraiment... une fois que la douleur, elle est vraiment passée... La vie reprend son cours. La vie avait repris son cours, en fait. Quand on rentre en France, la première douche, la première fois que je vais me doucher, ma mère, elle vient. Et donc, elle vient, mais elle fait genre qu'elle est venue voir les gris-gris. Ah. Parce qu'on avait nos gris-gris. Oui. Et de là, je me souviens, alors est-ce que c'était à ce moment-là précis, que c'est au retour en France où vraiment on nous fait comprendre qu'en fait, il faut se taire, il ne faut pas en parler. D'accord. Il ne faut pas en parler, il faut dire à personne. Il faut se taire, il ne faut pas en parler, il faut dire à personne. Il ne faut surtout pas le dire à... Voilà, c'est un secret en fait. On rentre et vraiment, au pays, j'avais pas vraiment conscience de ça, que c'était en cachette, que c'était grave, tout ça. Mais quand j'arrive en France, très clairement, il ne faut pas en parler. Ça, ma mère, très clairement, elle le dit, il faut se taire, chut, il faut pas en parler, il faut pas le dire au médecin, il faut pas le dire à l'école. On est parti pendant la période scolaire, donc quand on est revenu, c'était l'école. Il faut pas le dire à l'école. Donc on voit que c'est tout de suite, tout d'un coup, c'est bizarre, parce que mes frères, quand on les a circoncis, ils sont partis on était en France, ils sont partis à la clinique, ils sont revenus, c'était normal. Mais là, tout d'un coup, ce qu'on nous a raconté, parce qu'on a fait 2 mois presque au pays, on nous a raconté que c'était normal. Là, on arrive, on nous explique que non, en fait, il faut se taire, il faut surtout pas en parler. Et quand c'est votre maman qui vous dit ça, que c'est vos parents qui vous disent ça, franchement, on nous aurait payé qu'on n'aurait jamais rien dit. Ben oui. Et en plus de ne pas en parler aux gens de l'extérieur, en fait, à aucun moment, on en parle vraiment, en fait. Oui. Voilà. Quand on rentre avec ma mère... ça veut dire, même de dire oui, je pourrais même pas dire que je me suis attardée, ou même ma soeur vu attardée à dire pourquoi, à demander des explications, non. Donc les choses sont passées comme ça pendant des années. En fait, les choses sont passées comme ça. À quel moment alors ça À l'adolescence, je pense. Ah. À l'adolescence, parce que, et oui, on va à l'école, on fréquente des gens de tout horizon, de tous bords, et quand on grandit, je pense qu'il y a un moment où on commence à avoir toutes ces questions liées aux relations garçon-fille. On est encore dans la période des relations garçon-fille. Donc il y a les copines qui ont les premiers petits copains, il y a tout ça, et en parallèle, quand on arrive à l'adolescence, on a la période du changement de notre corps, oui. de la période où on se découvre. Les hormones. Voilà, donc on commence à s'intéresser à notre corps. On nous y intéresse parce qu'on a les cours de SVT, on rentre dans le vif du sujet de tout ce qui est génital, oui. Et en même temps tout ce qui est sexuel. Donc on est en plein dedans. Et là, bim, on se souvient. Ça fait pas des années, ça fait pas 10 ans, parce que nous on est allé au pays quand même à un âge assez avancé. Oui, ouais. Mais j'ai envie de dire, pendant tout ce temps-là, c'était endormi. Voilà. Dans la vie quotidienne, j'y pensais plus, j'en parlais pas. Mais vraiment pas, ça veut dire même entre copines, entre quoi. Donc aujourd'hui, quand on me dit tu connaissais pas, non, je connaissais pas, parce que de toute façon, vu comment moi je me suis tue après, si tous les gens qui sont passés avant moi ils se sont tus comme ça, c'est normal de ne pas connaître. Et même moi, pour dire, j'ai vu des gens partir quand on était petite et on ne disait pas. On le disait pas. Et on a même déjà été menacés. Parce que moi, une fois, j'ai été prête presque à parler. On le disait pas. La pression était telle qu'on savait qu'il fallait pas le dire. Et en grandissant, on avait compris qu'il y avait tout un enjeu de possibilité que les parents aillent en prison. Enfin, tout ça. Donc, je pense que les parents, ils jouent un peu sur ça, sur le côté tu veux me mettre en prison. La culpabilité. Là, voilà. Donc, moi, j'ai eu des périodes où ma mère, je lui en voulais. Et comme un peu tout le monde, on se dit, ouais, je vais la dénoncer. Mais ça reste votre maman, ça reste votre papa, ça reste votre famille. Et personne n'a envie de voir ses parents risquer d'aller en prison, ou personne n'a envie de faire des problèmes à ses parents. Donc, pendant toute cette période-là, je pense que c'était enfui. Et moi, je pense que c'est vraiment au moment de l'adolescence,
quand on est rentré dans la période un peu de tout ce qui est rapport garçon-fille, où là, je commence à me questionner sur moi et je me dis, ah, mais... Et puis on entend aussi après parler de l'excision. On sait c'est quoi. On sait entre-temps que c'est interdit. On sait qu'il fallait pas le faire. Nous, on est une fratrie. L'année d'après, les plus jeunes, quand ils sont partis, elles n'ont pas été excisées. Ah oui? Oui, et c'est comme ça pour beaucoup de familles. Beaucoup de familles, si vous regardez dans des grandes familles, si vous tombez sur les années 95, 16, 17, parce qu'entre-temps, la parole, je pense que voilà, les choses se sont déliées, et même dans nos pays d'origine, des lois ont été votées, les choses, même si dans l'immédiat, les pratiques ont continué, mais les lois qui interdisaient les choses, elles ont été là. Donc, il y a un moment, les petites filles ont commencé à les surveiller, on vérifiait. Moi, aujourd'hui, j'ai des enfants, à la PMI, on vérifie. Bien sûr. Très clairement, on vérifie. Quand vous il dites que vérifie. à la PMI, le médecin, s'il n'est pas discret, vous le voyez très clairement vérifier. Parce que ils ont toujours, et quand vous rentrez dans une PMI, en tout cas à Paris, on connaît tous, on a cette fameuse affiche sur l'excision avec des petites filles africaines. Donc, c'est placardé vraiment partout maintenant. Oui, moi je l'ai vu, mais je t'avouerai que j'ai pas eu l'impression qu'on était je pense que les gens, les mamans, faites vraiment très attention. Quand vous avez une petite fille et que vous venez d'une certaine zone géographique, même que vous êtes né ici, hein, parce que moi je suis née, j'ai grandi ici, donc, et que on vous a fait une fois, quand vous êtes... une fois, on va vous dire, oui, vous savez que l'excision, c'est interdit, il n'y a pas de ça chez vous. On vous questionne par rapport à vous et on vous demande s'il y a un risque dans votre famille. Est-ce que si vous envoyez vos enfants au pays, est-ce que vous pensez que les tatas ou la grand-mère et tout, très clairement, moi, pour mes filles, on me l'a demandé et à la PMI. Et on vérifie, vous voyez que la couche, quand on ouvre, on regarde, et des fois vous avez des médecins, le médecin s'il est un peu plus à l'aise, moi je sais que des fois je suis suivie par le même médecin, elle s'en gêne pas, elle dit oui voilà, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de risque si vous partez en vacances. Moi je suis partie avec une de mes filles qui avait 1 an et demi au pays, à l'époque c'était dans le pays de mon mari, eux ne pratiquent pas ça. Donc on n'est pas du même pays, mais on m'avait bien demandé, vous êtes sûr? Non, il n'y a pas de risque. C'est curieux tout ça. Et moi, en tout cas, de mon souvenir, quand j'étais à l'école, que j'avais 10 ans, on n'avait pas les médecins qui nous disaient attention, attention. Si on m'avait dit attention, j'en aurais entendu parler, j'aurais fait gaffe. Et je pense qu'on aurait toute peur d'aller au pays, surtout. Bien sûr. Et puis si la parole s'est libérée avec le temps aussi. Oui, avec le temps. On n'en parlait pas. Bah oui, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, mais moi, je sais qu'entre-temps, vraiment, nous, on est partis en 96. Donc on est parti sur la fin d'année 96-97 et ma sœur qui est partie l'année d'après, elles n'ont pas été excisées parce que même au pays ça avait commencé à en parler et il me semble que chez nous au Sénégal il y a eu des lois ou des choses qui ont été faites entre temps, donc les gens même là-bas savaient qu'ils risquaient vraiment quelque chose. Et pour revenir à ce que je disais, dans cette période d'adolescence là, en fait tu commences à te sentir... En fait, plus les choses vont en avançant sur les petits copains, sur tout ça, plus tu commences à te sentir pas normal. Comment ça, pas normal? Parce que tu te dis, en fait, moi, on m'a coupé un truc, je sais pas trop c'est quoi, je sais que je suis pas normale, je suis pas comme les autres. Tu te sens Non, je me sens pas normale, je sais qu'on m'a coupé quelque chose. Je me dis, il me manque quelque chose, je ne suis pas normalement constituée. Ah bon? Ouais, donc à ce moment-là, c'est vraiment ce que je me disais. Il y a quelque chose parce que à ce moment-là je sais que c'est pas normal, je sais que la pratique elle est interdite, je sais tout ça, ce que je savais pas sur le coup et que j'avais bien voulu accepter que c'était une pratique de chez moi et que voilà c'était normal, même si entre temps je sais que c'est interdit et tout ça, je me rends compte vraiment que c'est pas normal quand j'arrive dans cette période là de ma vie. Et pour moi c'est vraiment, je pense, lié à cette période là où on écoute un peu les histoires des copines, des copains, on écoute les histoires comme tous les jeunes, des premières rencontres, des premiers rapports. Et là, on se renvoie toujours à nous-mêmes. Et là, moi, je me sentais que, très concrètement, je me disais, je vais avoir un problème parce que je ne suis pas normale. C'était un peu sur le coup, c'est vraiment le truc, je vais vous le dire tout bête, c'est... Mais moi, si je me marie, comment je vais faire si mon mari trouve que je suis pas normale, en fait? C'était plus ça. C'était je suis pas normale. En tout cas, c'était vraiment ce que j'avais dans la tête. C'était que j'étais pas normale. Mais à cette période-là encore, et pendant tout ce temps-là, avec ma sœur, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que déjà, moi, je viens d'une culture
où déjà tout ce qui est lié à la sexualité et tout, c'est tabou, on n'en parle pas, on est vierge jusqu'au mariage. Oui. Donc déjà, on n'a pas dans notre culture de sujet autour de ça. Oui. C'est pour ça que je précise bien que c'est avec les copines. Oui. Les copines qui viennent d'autres cultures, qui ont, voilà, que ces discussions-là, elles sont amenées au fur et à mesure mais chez nous, on de la parle, fin. on Voilà. parle pas de sexe. Voilà. Je sais pas si c'est comme ça chez toi, mais c'est surtout quand pas. tu te maries que, Que, entre voilà. guillemets, maintenant, Voilà. on vient te prendre en sandwich comme ça Voilà. pour te raconter, oui, mais Oui. tu sais, le sexe, Voilà. à quelle heure? Voilà. Limite, Mais on n'en parle oui, pas. Voilà. Et donc à la maison, c'est des sujets qui n'existent pas. J'ai envie de dire presque dans la famille, dans la communauté, ce sont des sujets qui n'existent pas, parce que si en plus vous avez le malheur de parler de sexe ou de sujets un peu affiliés, vous serez vu comme la mauvaise fille, parce que normalement tu n'es pas censé en parler, tu dois être vierge jusqu'au mariage, donc c'est très très mal vu. C'est même pas qu'on n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas normalement. Donc on fait tout pour que ça n'existe pas. D'accord. Mais de par mon entourage, de par mes copines, on est très ouvertes, on parle de tout. Et moi, je commence à avoir ce mal-être. Et cette appréhension-là, qui est vraiment, je sais pas d'où elle vient, de l'instant T, du jour où je vais avoir un rapport de « oh, je suis pas normale ». Il me manque quelque chose, de est-ce que je suis normale, est-ce que je suis comme un monstre, quoi, enfin, de la personne, comment elle va réagir, et si je tombe sur quelqu'un qui sait même pas c'est quoi, je sais même pas encore ce qui me manque vraiment ou qui me manque pas, je ne le sais pas à ce moment-là. Donc tout part de là en fait, moi. Tout part de là et tout revient à ce moment-là. La colère, tout ce que je pouvais avoir comme sentiment négatif, ça part de là, ça revient à ce moment-là et ça se crée même à ce moment-là. Tout ce que j'ai pas réfléchi quand j'avais 10 ans, eh ben, je commence à le cogiter là, à ce moment-là. Selon toi, qu'est-ce que cet événement, enfin oui, je dis un événement, parce que oui, clairement c'est un événement, qu'est-ce que ça a, est-ce que ça a modifié ta perception en fait des gens de manière générale? Est-ce que ça a changé quelque chose? Tu parlais beaucoup de trahison, tu as beaucoup insisté dessus. Ouais. Trahison, de méfiance. Est-ce que c'est seulement envers ta famille ou alors c'est maintenant plus général? Quand tu rencontres quelqu'un, tu es beaucoup sur la... Je pense que, après, est-ce que ça vient de là? Maintenant qu'on pose la question, je sais pas, il y a peut-être un sujet. Est-ce que ça vient de là? Je sais pas. C'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui, je suis pas la copine de tout le monde. Comme je dis. Des fois, je dis oui, tout le monde me connaît, mais moi, je suis pas la copine de tout le monde ne rentre pas chez moi. Donc, est-ce que ça vient de là? Je sais pas. Mais dans ma situation familiale même, oui, bien sûr que ça... Peut-être plus... moi, je pense que ça a surtout impacté sur ma relation avec ma mère. Et je pense que beaucoup, après de conflits qu'on a eus et de mésententes, une mauvaise compréhension partent de ça. Et quelle est Pas ta de relation là. avec ta mère alors aujourd'hui? Très conflictuelle depuis l'adolescence et on a toujours une bouteille d'eau pour mettre un peu dans le vin. Voilà. Mais je pense que ça, c'est un non-dit qui est là depuis... allez, là, il commence à me faire vieille, au moins 25 ans. Et je pense que c'est à l'origine de plein de choses. Tu en as parlé avec elle? Non, jamais. Tu en as parlé avec ton père? Jamais. Mon père, il est plus là en plus aujourd'hui, donc on peut même pas... Mais jamais. Donc je pense que... il y a des choses qu'il faut pas... je sais pas si on a laissé traîner... j'ai même pas aujourd'hui envie forcément d'en parler ou ressent le besoin vraiment d'en parler. Je sais pas. D'accord. Ouais, je sais pas. Voilà. En tout cas, merci infiniment Fatou pour ton témoignage. C'est vrai que ça permet de mettre en lumière aussi, parce que les gens, on croit que quand on est de l'autre côté, comme ils aiment dire, on est exempté de tous les problèmes. Ah, ta vie dose, mais pourquoi tu vas te plaindre? Tu es en France, ça va. Non, pas du tout. Nous aussi, on a aussi nos parts de problèmes. Et c'est pas parce qu'on change de continent, en fait, qu'on laisse tout derrière soi. Donc, c'est tout un travail de, comment dirais-je, de rester fidèle à sa culture. D'accord, ouais. Et en même temps aussi, de ne pas traîner les tares. Exactement, parce que nos parents, ils ont fait leur valise, ils ont tout mis dans la valise. C'est ça. Ils sont arrivés, comme je disais, ils ont défait et ils se sont servis de ce qu'il y avait dans leur valise. Mais aujourd'hui, le but, c'est de dire, bon, bah ça, on le sort, mais on le met à la poubelle. Peut-être qu'on peut prendre quelque chose d'autre et le mettre dedans. Donc, oui, on a beau être ici, comme je dis, en France,
on a pour beaucoup été élevés de la même façon que si on avait été au pays. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, moi pour mes enfants aujourd'hui, on n'est pas au pays et je le prends en compte. J'essaye de leur apporter un maximum de ma culture du pays, mais j'essaie aussi d'être en réalité avec la réalité du terrain et de là où je vis. Et puis si on a cette chance d'être un peu dans les pays des droits de l'homme, de la liberté, on ne va pas s'en priver. Donc si on peut mettre tout plein de choses à la poubelle qui sont de l'ordre de l'obligatoire, du forcé, du soumis, de tout ce qui est ces choses-là, si on peut donner notre avis et faire comprendre qu'on est contre et en parler, je me dis oui, pourquoi pas en fait. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, encouragez-nous, on a besoin de ça. Laissez-nous tout plein de commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé.